Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour une nouvelle émission. C'est la première. C'est pas l'avenir en commun, c'est l'avenir en débat, parce qu'il nous a paru intéressant, important, dans cette période cruciale où on devra choisir les destinées de notre pays, d'éclairer les citoyens sur différentes thématiques qui les intéressent au quotidien. Alors, ce que je vous propose, c'est bien sûr de ne pas faire comme sur les médias mainstream, c'est prenez-moi la comédie humaine et faites-moi une brève, s'il vous plaît. On va essayer d'avoir un peu de hauteur de vue, de recul, d'expertise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir deux invités de choix. Aurélie Trouvé, qui est bien sûr maître de conférence en économie, économiste, et qui est aussi la présidente du Parlement de l'Union populaire, et puis Christian Saint-Étienne, économiste, universitaire, auteur de nombreux livres et best-sellers. On se connaît aussi depuis très très longtemps, et donc pour parler bien sûr d'économie, puisque c'est votre domaine d'expertise, et que dans toutes les enquêtes d'opinion, le pouvoir d'achat, l'économie au sens large et aussi au sens plus strict intéresse vraiment les citoyens, bien loin de ce que les médias parfois veulent nous imposer comme thématique. Alors, ce que je vous propose l'un et l'autre, c'est une petite profession de foi. On va commencer par toi, Aurélie. On a vu l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron, tout va bien. Le chômage, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de chômage des jeunes. Oui. Les gens ont un pouvoir d'achat incroyable. Plus sérieusement, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, notamment, les plus modestes d'entre nous, parce que ça passe aussi par là, 300 000 pauvres de plus depuis le mandat d'Emmanuel Macron, presque 10 millions de pauvres en France, pour que justement les fruits de cette croissance qu'on nous vante, on y reviendra d'ailleurs sur cette croissance et sa réalité, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer de paradigme et pour que l'économie enfin profite à tous? Déjà, c'est partir du constat de l'échec de l'économie néolibérale, alors notamment sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui finalement a poussé encore davantage cette économie néolibérale et ses logiques. Il parle du chômage, mais en fait, on est à un niveau historiquement haut, à 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, parce qu'on a tendance à pas prendre prendre les chiffres qui nous arrangent côté gouvernement. Avec les catégories, voilà. Toujours. Beaucoup exactement. De micmac, hein. Voilà. Et puis on a une baisse du pouvoir d'achat réel depuis 2 ans, avec une inflation qui est galopante. On a une précarisation de l'emploi, c'est-à-dire que la part des CDD, des intérims dans la part totale de l'emploi est en augmentation. Et puis sur un plan strictement économique, si on prend l'économie néolibérale qui, disons, a été mise en place depuis le début des années 80, en fait on a un déficit commercial qui ne cesse d'augmenter. Ça veut dire qu'on est de plus en plus dépendant des marchés internationaux. Qui est le pire en Europe, hein. Le déficit commercial de la France, il n'y a pas pire. Voilà, et on en reparlera sans doute, mais c'est notamment le poste de l'énergie, des importations en énergie, qui est extrêmement important. Et puis globalement, en fait, je dirais ce qui à mon avis caractérise le mieux et le plus cette économie néolibérale, c'est que la part de la valeur ajoutée qui est versée vers les salaires, quand on prend la valeur ajoutée, je suis un peu technique, des sociétés non financières, cette part de la valeur ajoutée, elle va de moins en moins vers les salaires et de plus en plus en fait vers les profits des capitalistes en fait. Une financiarisation de la vie économique. Et une financiarisation galopante de l'économie. Et puis sur le plan écologique, là aussi un désastre, puisque d'ailleurs l'État a été condamné à plusieurs reprises pour inaction climatique, parce qu'en fait notre économie ne permet pas de respecter les accords de Paris sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, un désastre de mon point de vue à la fois économique, social et écologique. Et c'est pour ça que nous, dans l'Union populaire, nous pensons, et dans l'avenir en commun, qu'il faut reprendre la main sur l'économie et avoir une économie des besoins. C'est-à-dire que c'est les besoins écologiques et sociaux qui doivent driver l'économie. Et pour ça, ça veut dire que la puissance publique reprenne la main, que aussi on développe l'économie sociale et solidaire. Donc c'est pas que l'État et la puissance publique, c'est aussi les associations, les coopératives, et puis une régulation beaucoup plus forte des entreprises pour faire reculer finalement les logiques marchandes. En somme, il faut bien voir, je finirai là-dessus, que la logique profonde d'une entreprise, c'est quoi? D'une grande entreprise, dans son conseil d'administration, c'est de réfléchir en fonction de l'intérêt à court terme, de la rentabilité à court terme des capitaux. Or, aujourd'hui, il faut pouvoir penser à long terme. C'est pour ça que dans l'avenir en commun, nous mettons en avant la planification portée par la puissance publique en lien avec tout un tas de parties prenantes de la société, la relocalisation et
Dernière chose, la socialisation. Alors quand je dis socialisation de l'économie, c'est pas seulement l'État et la puissance publique, c'est les associations, les coopératives, le fait que les usagers, par exemple, participent davantage aux décisions dans la société. Christian, alors, est-ce que ça va bien en France? Est-ce que toi aussi, tu as des motifs de réjouissance comme le président de la République, Emmanuel Macron, ou tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux et des chiffres, comme le disait Aurélie, qui sont présentés de manière tout à fait fallacieuse, et que ça ne va pas quand même très très fort, on peut dire, pour les ménages. En fait, le problème central de l'économie française, c'est sa désindustrialisation, qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Alors on remonte aussi à 40 ans en arrière, mais la première partie sur les 40 dernières années, des années 80-90, le rythme de désindustrialisation en France n'était pas très différent de celui des autres pays. Ce qui est tout à fait notable, c'est la désindustrialisation extrêmement rapide depuis l'an 2000. Nous avons, qui est à l'origine du déficit commercial dont on parlait il y a quelques instants. Alors, il faut comprendre ce que veut dire désindustrialisation, parce que c'est un terme presque barbare pour beaucoup de gens. Pour avoir beaucoup parlé de ces sujets devant beaucoup de groupes différents, l'industrie aujourd'hui a une connotation négative. Donc les gens associent l'industrie aux fourneaux et aux ateliers du 19e siècle. Aujourd'hui, l'industrie, c'est très largement des laboratoires tout à fait clean, avec essentiellement des ingénieurs, des techniciens et des robots. D'ailleurs, réindustrialiser, c'est robotiser, numériser tout le système productif. Ça, c'est le premier point qui est très important, hein, parce que malgré tout, même si on le répète, quand on dit réindustrialiser, pour les gens, c'est mettre des hauts fourneaux, place de la Concorde ou promenade des Anglais à Nice, c'est pas du tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que on nous a tellement parlé d'innovation, de Startup Nation, de la Startup Nation, qu'on a perdu de vue que c'est l'industrie qui est à la base à la fois de la R&D et des exportations. Alors R&D, on rappelle pour tout le monde, la recherche et développement. Alors, ce qui est fondamental pour une entreprise et pour l'avenir d'une entreprise. Et pour le pays. Et donc, quand on regarde cette question, j'ai développé, pour essayer d'être pédagogique, ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Puisque les économies des pays développés, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis, sont des économies à 80% de services. Et c'est vrai que du point de vue politique, c'est cette économie de service qui intéresse les partis politiques, puisque c'est là qu'est l'essentiel de l'emploi et l'essentiel donc des demandes, notamment en termes de pouvoir d'achat. Or, il faut avoir à l'esprit que 80% des exportations mondiales, hors matières premières et énergie, donc c'est précis, sont des exportations de produits manufacturés. Donc, pour faire simple, le paradoxe des 2 fois 80%, c'est à 80%, nous sommes une économie de services, mais à 80%, les exportations sont des exportations de produits manufacturés. Alors après, on appelle, comme je le disais, à une sortie de crise par l'innovation, mais 85% de la R&D, recherche et développement, innovation, c'est fait par l'industrie. Donc, pour faire simple et de manière extrêmement directe, pas d'industrie, ça veut dire pas d'export et pas d'innovation et pas de R&D. Et donc, réindustrialiser, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ben, c'est l'occasion d'aller dans le vif du sujet, après ces longues introductions, n'est-ce pas ? Non, mais c'est intéressant de voir le concept de désindustrialisation. Peut-être qu'il faut voir aussi ce qu'est la France, ce qu'est le pays. Un peu moins de 3 millions d'entreprises, essentiellement des TPE et des PME, 99%, une toute petite frange
c'est ça dans le public, vous allez vous exprimer l'un et l'autre sur ce sujet, parce qu'il y a une confusion qui est faite sur l'entreprise en France. L'entreprise, ce n'est pas les entreprises du CAC 40, mais si elles pourvoient un certain nombre d'emplois, mais souvent leur siège n'est plus en France, malheureusement. Ce sont des entreprises françaises qui n'ont plus que le nom de françaises. Or, le vrai tissu industriel de services est un tissu local, fait de petites et de moyennes entreprises, voire de très petites entreprises. Alors, Aurélie, justement, sur cette désindustrialisation, qu'est-ce que tu penses? Première question. Et directement relié, Christian en a parlé brièvement, on a vu la dépendance de la France au moment du Covid déjà. Et là, tout le monde s'est dit, bon, on ne fabrique pas de masques, on ne fabrique pas de médicaments, on ne fabrique plus rien en fait. Donc on vivait sur une espèce de fantasme, de rêve, le meilleur système de santé du monde, les champions français. On s'est rendu compte qu'on était indépendants. Et donc évidemment, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre avec le conflit en Ukraine, on se rend compte aussi que là, on est à la fois complètement dépendant en matière stratégique, avec l'Union européenne et l'OTAN, mais aussi en termes économiques, puisque même si on s'en sort mieux que nos voisins allemands ou italiens pour ce qui concerne par exemple l'énergie ou encore le blé, on se rend compte quand même qu'on est très dépendant de la Russie, entre autres. Ça fait beaucoup de questions, mais je me permets de ramasser un peu ce qu'a dit Christian pour te donner la parole. D'abord, je voudrais réagir sur la question de dépendance. On parle souvent de dépendance aux importations, mais il faut parler aussi de la dépendance aux exportations. Et par exemple, l'embargo russe, qui a lieu depuis 2014, en fait, à l'origine, en fait, ça a plombé aussi les exportations d'un certain nombre d'entreprises. Moi, je pense évidemment aux entreprises agroalimentaires. Et donc, c'est pour ça que nous, on prône la relocalisation, c'est-à-dire être moins dépendant de l'économie internationale. Donc, c'est la question, évidemment, de moins importer, mais aussi d'être moins dépendant des exportations pour faire tourner l'économie. Parce que dès qu'il y a un choc géopolitique, dès qu'il y a un choc monétaire, voilà, on a l'économie qui peut être extrêmement fragilisée parce qu'on peut moins exporter ou moins importer. Voilà. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que 10% en fait, des entreprises qui exportent, par ailleurs en France. Voilà. En tout cas, ce que l'on prône, c'est une économie qui relocalise dans des secteurs stratégiques et qui permettent d'être moins dépendant de ces marchés internationaux, que ce soit en import ou export. La réindustrialisation, je partage parfaitement cet objectif. D'abord, ce que l'on dit, c'est qu'il faut planifier. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut réinstaurer une véritable planification. C'est ni l'espèce de planification qu'on nous avait vendue avec Bayrou, qui en fait n'en est pas une, ni le Gosplan, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est réinstaurer aussi la logique qu'il y avait autour du commissariat général au plan, mais en y associant aussi peut-être beaucoup plus largement les différentes parties prenantes de l'économie et de la société, et surtout drivé par les besoins, parce que c'est ça que l'on met, nous, en avant, c'est l'économie des besoins. Donc planifier, ensuite avoir des aides publiques ciblées, renationaliser un certain nombre de secteurs stratégiques, avoir une régulation beaucoup plus forte des entreprises, notamment stratégiques, et puis un protectionnisme écologique et social pour mettre à bas aussi une forme de dumping social, écologique et fiscal qui a lieu dans la concurrence internationale. Alors, je suis désolée, et européenne, et intra-européenne. Et surtout intra-européenne, si je prends l'agroalimentaire, en fait, c'est essentiellement au sein de l'Europe qu'a lieu ce dumping social, environnemental et fiscal. Également jouer sur la compétitivité qu'on appelle la compétitivité hors coût, c'est-à-dire être plus compétitif aussi parce que l'on aura réussi à mieux former les gens, à passer sur du haut de gamme. Je crois que vous en avez parlé aussi. Et ça, on a besoin de planification, savoir dans quel secteur stratégique on peut exporter tout de même parce qu'on a une plus forte valeur ajoutée, parce qu'on aura joué sur la formation des gens, etc. Et puis surtout, le défi écologique autour de la réindustrialisation, une reconversion de l'industrie massive parce qu'on a des grands défis écologiques. Je pense par exemple, et je crois que c'est un de vos domaines, la rénovation thermique des logements, où là, on a un grand besoin de rénovation thermique qui va aussi booster le secteur industriel. Pour ça, il faut de la planification. Si je résume, Aurélie, il faut quand même une part de marché, c'est-à-dire laisser faire le marché, parce qu'on n'est pas dans une économie dirigiste soviétique, etc. En revanche, le marché, on voit bien ce que ça a donné, mettons ces 30 dernières années,
avec une financiarisation galopante de toutes les entreprises. Et donc il faut justement, non pas diriger, mais guider, planifier, en partant des besoins à la fois humains, pour tous les citoyens, à la fois pour le pays, parce qu'on est dans une compétition internationale, mais aussi pour la planète, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui se passer de ces enjeux, de dire tout ça n'existe pas, surtout quand on voit le dernier rapport du GIEC. Là, je pense qu'il s'impose à tout le monde. Christian, sur cette question-là, justement, de la compétition intra-européenne, du dumping fiscal et social. Je rappelle quand même que l'harmonisation qu'on nous avait promise à l'Europe de Maastricht n'est jamais arrivée, n'a jamais été mise en œuvre, ce qui permet d'être aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Irlande ou dans d'autres pays qui sont partie de l'Union européenne. Alors, mais non, justement, le traité de Maastricht n'avait pas promis la fin de la guerre fiscale. C'est le traité de Maastricht qui a rendu possible la guerre fiscale. Alors oui, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis d'accord. Il faut revenir sur le traité de Maastricht. Je l'ai analysé dans un de mes livres. En réalité, il y avait 3 grands négociateurs, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et les Allemands savaient très bien ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on garde une économie compétitive et avec des finances publiques très contraintes. Et puis la France voulait essentiellement l'euro. C'était une décision que Mitterrand avait prise dans sa vision à lui, qui n'était pas économiste. Il pensait que si on crée l'euro, il partagerait le pouvoir monétaire avec l'Allemagne. Il n'a pas compris que ce n'était pas là que les décisions se prenaient, mais qu'en revanche, si on faisait une monnaie commune, toute la politique française devait être modifiée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire de dévaluation. Et donc, il fallait à ce moment-là caler la compétitivité française sur la compétitivité allemande. Il n'a pas compris les contraintes que ça allait entraîner, ni les autres, que ce soit la gauche ou la droite, pour ceux qui lui ont succédé. Et les Anglais, eux, avaient une seule obsession qui était justement que les questions fiscales et sociales ne passent pas à la majorité. Vous savez qu'il y a 2 façons de prendre les décisions au sein de l'Union européenne, soit à la majorité, soit à l'unanimité. C'est ça. Et donc le fiscal et le social sont restés à l'unanimité, ce qui... alors il se trouve que ça fait 30 ans que j'écris, je pense même que j'étais un des premiers à débusquer le fait que la concurrence fiscale et sociale était plus violente à l'intérieur de l'Europe qu'à l'extérieur. Nous ne sommes pas en concurrence fiscale et sociale avec la Chine et l'Inde, nous sommes en concurrence fiscale et sociale avec ce que j'appelle les 5 renégats à l'intérieur de l'Union européenne, qui sont l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte et Chypre. Malte aussi. Et Malte et Chypre, donc avec des pays des circuits parallèles. Avec des circuits parallèles et beaucoup de non-transparence et de blanchiment. Donc, à partir du moment où on reste à l'unanimité, sur les questions fiscales et sociales, ça permettait à ces 5 pays de bloquer toutes les avancées vers un équilibre fiscal et social où on aurait eu les mêmes taux de fiscalité sur les principaux impôts. Je parlais d'harmonisation parce que c'était toujours le but avancé dans tous les sommets, même si moi j'ai voté contre Maastricht. Mais en réalité, Maastricht, c'était la disharmonie mise au cœur du système. Donc, à partir de là, on a une Union européenne qui, de mon point de vue, est un non-acteur stratégique. J'ai toujours dit que c'était une masse, c'est pas une puissance, et tous les discours actuels sur l'Europe puissance sont en partie factices. Alors ça, c'est très intéressant parce que je me souviens d'un de tes ouvrages sur la nécessité dans un monde de plus en plus mondialisé, de créer une vraie Europe puissance. Voilà, je ne me souviens plus quel était le titre. Alors justement... Voilà, mais c'était intéressant ce que tu développais. Je l'ai redéveloppé dans Osons l'Europe des Nations en 2018, donc aux éditions de l'Observatoire. Donc le point, ça c'est un point très important. J'ai analysé le fondement des traités européens. Et quand on regarde les traités européens depuis 1957, avec le traité de Rome et
Il faut savoir que tous les traités ultérieurs sont des modifications du traité de Rome, mais donc aujourd'hui on a un traité de Rome. C'est la même philosophie qui est donc intégré, qui intègre tous les traités successifs. Et quand on regarde donc ce traité de Rome modifié et donc dans sa forme finale avec le traité de Lisbonne, qui intègre le traité de Maastricht, quand on regarde ce traité de Rome, quel est le principe constitutif de l'Union européenne? C'est un principe de concurrence, un principe de concurrence entre les nations qui a été mise en œuvre en 1957 sur la base de négociations qui avaient été menées en 56-57 par des hommes, à l'époque tous des hommes qui avaient autour de 60 ans et qui donc avaient été contemporains des deux guerres mondiales. Et donc leur obsession, c'est qu'il n'y ait plus de politique de puissance en Europe. Très bien, à l'époque, le monde était divisé en Ouest et en Est, et tout le monde était sous le parapluie américain. À partir du moment... Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, mais ce parapluie n'est pas très efficace. Il suffit de demander à l'Ukraine que les Américains ont encouragé à se détacher de la Russie sans comprendre les implications qui sont celles qui sont aujourd'hui. Et donc, si je parle de l'Union européenne, c'est une masse inorganisée en puissance. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas changer le traité de Rome, on ne peut pas le modifier tel qu'il existe. Donc, si on veut créer une Europe puissance, ça doit être à l'intérieur de l'Union européenne, mais avec quelques pays qui souhaitent le faire. Or, pendant longtemps, comme d'autres, j'ai pensé, comme toutes les autorités françaises de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, qu'on pouvait faire quelque chose avec l'Allemagne, mais en fait, l'Allemagne n'a pas envie de faire quelque chose avec la France. C'est clair. Il y a un moment, il faut voir que... C'est d'ailleurs quelque chose de très dangereux sur les années qui viennent. Il y a un mépris allemand pour la France depuis une vingtaine d'années, puis qui progresse d'ailleurs sur deux notions qui sont objectives, puisque j'ai parlé de la désindustrialisation. Les Allemands ne comprennent pas qu'un pays qui se prétend grand se soit laissé désindustrialiser pendant 20 ans sans réagir. Pour eux, c'est hors de pensée, c'est-à-dire que si vous vous laissez désindustrialiser, c'est que vous n'avez rien compris au fonctionnement du monde. Comme les Français ont quand même assez tendance à donner des leçons, dans le reste de l'Europe, on dit, mais si vous êtes laissé désindustrialiser, vous n'avez aucune légitimité à venir nous donner des leçons sur aucun sujet. Donc les Français ne comprennent pas, ils disent pourquoi on nous traite comme ça, mais c'est parce que les autres regardent ce que nous faisons. Et l'autre point qui est spécifiquement allemand consiste à dire, mais vous êtes en déficit public depuis 45 ans, même quand l'activité est bonne, donc vous avez un problème sur l'équilibre des finances publiques. Donc tout ça a conduit à ce que les Allemands nous considèrent comme des nains, et ceci a des conséquences majeures qui sont liées aussi à un comportement allemand dans les opérations de coopération au niveau européen, qui s'était particulièrement illustré lorsqu'on avait eu en 2007 un projet de fusion des bourses françaises et allemandes. Et il y avait des groupes de travail qui s'étaient mis en place à ce moment-là pour voir comment on pouvait mettre en œuvre cette bourse commune, qui ne s'est pas faite d'ailleurs. Mais il se trouve que j'ai été très informé de la négociation. Il y avait 7 ou 8 groupes de travail. Dans les domaines où l'Allemagne était meilleure, la négociation, c'était on prend les systèmes allemands. Et dans les systèmes où la France avait de l'excellence, notamment sur la technologie de marché, c'était à négocier. On regarde aujourd'hui sur l'avion du futur, et vous voyez dans l'actualité qu'il continue d'avoir des problèmes. Il se trouve que la France est assez bonne en technologie de l'aéronautique. Eh bien, dans tous les domaines où la France est bonne, c'est à négocier avec les Allemands, mais dans les domaines où l'Allemagne est bonne, c'est allemand. Voilà. Donc, on ne peut pas construire l'Europe de cette façon-là. C'est pour ça que je pense que dans les réflexions sur une stratégie européenne, l'impératif absolu, c'est de reconstruire les capacités françaises. Pour moi, la réindustrialisation, ce n'est pas seulement une question économique. C'est fondamentalement stratégique, militaire et politique. Alors justement, et donc, dans cette réflexion-là, et je termine, regardez à nouveau du côté de l'Italie, de l'Espagne, pour mettre en place des opérations communes, ça me semble tout à fait important. Justement, alors, il est souvent admis dans le débat public et personne ne vient lutter contre cette idée première qui est saugrenue, de mon point de vue. Tu vas me dire ce que tu en penses sur on entend souvent l'Europe
politique n'existe pas alors qu'elle est un géant économique. Est-ce que c'est un géant comme au pied d'argile, comme vient de le démontrer Christian? Est-ce qu'on peut encore imaginer rester au sein de cette Europe qui est un peu un carcan quand même, où il y a du dumping, où il y a de la concurrence? Est-ce qu'on peut avoir une véritable politique industrielle, la France, pays non aligné ou aligné? C'est ça le problème de l'Europe pour moi, c'est que c'est un espace de libre-échange, mais effectivement nous n'avons pas bien trop peu d'harmonisation sociale, il n'y a pas de SMIC en commun, il n'y a pas évidemment de système de protection sociale à minima en commun, enfin voilà, donc il y a des règles, si vous voulez on met en concurrence des entreprises avec des règles complètement différentes sur le plan social, c'est-à-dire les salaires, les conditions de travail, sur le plan environnemental. Il n'y a pas les mêmes règles ici et là. Si je reprends l'exemple de l'agroalimentaire, nous n'avons pas exactement les mêmes règles d'un pays à l'autre en termes de règles de production, tout simplement. C'est-à-dire que pour survivre, bien souvent, une entreprise n'a pas d'autre choix, finalement, que d'utiliser une main-d'œuvre étrangère au sens même. C'est pas le problème forcément d'utiliser une main-d'œuvre étrangère. Non, mais si tu as un SMIC, par exemple, en Espagne pour l'agriculture qui est 3 fois inférieur. Voilà, c'est ça, c'est le coût. Mais de toute façon, je veux dire, le SMIC en France, à part travail illégal, vous payez au SMIC en France, y compris si vous faites appel à des travailleurs détachés. Vous payez les travailleurs au SMIC. Le problème, il est que vous vous retrouvez avec des coûts de production qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un manque d'harmonisation sociale, un manque d'harmonisation environnementale. Évidemment, vous l'avez dit, c'est un manque d'harmonisation fiscale. Nous n'avons pas du tout les mêmes conditions fiscales. Par exemple, l'impôt sur les sociétés est plus élevé encore en France, même si on ne fait que le diminuer, par rapport aux impôts sur les sociétés, par exemple en Irlande. Et le problème, il est que tout le monde s'harmonise vers le bas, puisque en fait, il s'agit d'être plus compétitif que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait, en tout cas, les patrons utilisent ça pour dire il faut diminuer les salaires, il faut diminuer le fameux coût du travail, il faut diminuer les règles environnementales, il faut diminuer la fiscalité. Ce qui fait d'ailleurs que dans l'histoire, depuis 30 ans, nous n'avons fait que diminuer l'impôt sur les sociétés. Donc, premier problème, manque d'harmonisation. Deuxième problème, il n'y a pas de levier monétaire. Enfin, il y a des prix Nobel d'économie comme Krugman et bien d'autres qui le montrent. C'est qu'on a finalement une BCE sur laquelle on a très peu la main, qui est quelque part, qui a pour moi des financements aveugles à l'économie. Qui ne cible pas tel ou tel. Par exemple, quand elle rachète des actifs, je suis un petit peu technique, mais quand elle rachète des actifs sur les marchés financiers, elle le rachète de manière aveugle et pas sur tel ou tel secteur qu'il faudrait développer. Et surtout, elle ne permet pas de financer directement les États, la puissance publique. Elle rachète des dettes souveraines sur les marchés financiers. Et puis, troisième problème, qui est le levier budgétaire. En fait, l'Europe est un nain budgétaire. On verse à peu près en France 1% de notre PIB. C'est rien du tout au budget de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, je crois, c'est 150 milliards d'euros par an pour tous les pays, alors qu'en France, on a 1200 milliards, rien que pour la France, de dépenses publiques. Donc c'est un nain budgétaire. Avec une doxa monétaire aussi qui permet justement de ne pas influer sur la monnaie, ce que ne fait pas la Fed. Alors même si depuis la crise économique de 2008, il y a eu quand même des améliorations. Il y a eu, on va dire, des améliorations quand même sur le levier monétaire. Mais donc j'en arrive à la conclusion. Faut-il sortir de l'Europe? Non, ce que nous défendons, c'est la désobéissance aux règles européennes pour des besoins écologiques et sociaux. C'est-à-dire qu'on a un programme à mener selon des besoins écologiques et sociaux. Et donc, nous désobéirons aux règles auxquelles il faudra désobéir pour mettre en œuvre ces mesures. Jusqu'où va la désobéissance? Quand on est tenu par des traités... ça sera d'abord ça sera l'objet de négociations âpres. Bien sûr, ça sera une confrontation très importante, mais nous ne sommes pas la Grèce. Je dis ça parce que j'ai en mémoire évidemment ce qui s'est passé avec Tsipras qui a tenté, en tout cas à un moment donné, qui s'est trouvé confronté très fortement aux institutions européennes et puis qui finalement a fini par faire une politique sociale libérale, donc même libérale tout court. Parce que peut-être ceux qui le conseillaient étaient un peu... Donc démission de Varoufakis, son ministre de l'économie, etc. Mais donc ça demande une confrontation. C'est un autre débat. Oui, mais ça demande une confrontation très importante, effectivement, vis-à-vis des règles européennes. Mais je crois tout à fait à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des alliances. Et je pense que les alliances aujourd'hui, elles sont autour des pays latins. Parce que nous avons beaucoup plus de proximité économique, voilà, je peux le dire ça comme ça, socio-économique, avec un certain nombre de grands pays latins,
plutôt qu'avec des pays qui sont constamment en fait en excédent commercial, qui ne jouent pas sur les mêmes leviers que nous, que sont voilà, l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, etc. Donc pour moi, on a des alliances à aller chercher dans les pays latins, c'est vrai. Même s'il ne faut pas avoir d'illusions sur ces alliances, parce tout à fait. l'Italie regarde beaucoup vers l'Allemagne, même l'Espagne, mais je pense que justement, on peut créer des choses parce qu'on a tellement regardé vers l'Allemagne qu'ils ont pensé longtemps qu'on les négligeait. Non, parce que, oui, alors je voudrais juste, pour finir, un exemple très concret sur la désobéissance. Ça, c'est un exemple que je connais bien, parce que je bosse sur les politiques agricoles. Si vous voulez, par exemple, si vous dites, voilà, en France, à terme, on planifie, nous ne voulons plus de produits de produits agricoles traités avec des produits phytosanitaires. Nous ne voulons plus de glyphosate, plus d'herbicides, plus de pesticides, etc. OK. Mais évidemment, le syndicalisme agricole majoritaire va vous répondre « Ah ouais, bah écoutez, on se tire une balle dans le pied parce qu'à côté, là, en Allemagne, en Espagne, etc., ils vont continuer. » Donc, il faudra assumer pour moi non seulement le fait qu'on le refuse, cette utilisation de produits phytosanitaires en France, mais qu'on refuse l'importation des produits phytosanitaires. Et c'est là qu'il y a un problème pour moi avec le programme des écologistes de LV qui n'assume pas cette désobéissance. Quand on dit « Nous ne voulons plus de produits agricoles traités avec des produits phytosanitaires », il faut aller jusqu'au bout. OK, on n'est plus d'accord pour les utiliser en France, mais nous n'importons plus des produits traités ainsi. Donc c'est une désobéissance claire et nette avec les traités européens et le droit de la concurrence européen. Pour avoir regardé de près le fonctionnement de l'Europe, je pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on aura un clash extrêmement violent. Ouais. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il n'est pas pris en compte par la thèse de la désobéissance. Et ça me fait mal de le dire, hein. C'est qu'on ne prend pas en compte l'affaiblissement de la France. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours des 15 dernières années, mais surtout des 5 dernières années, une constitution assez discrète d'une sorte d'alliance des pays du Nord, encouragée par l'Allemagne en sous-main. Mais donc cette alliance des 9 pays, soi-disant petits pays de l'Europe du Nord, mais qui très souvent parlent pour l'Allemagne ne disant rien. Donc, quand on s'affiche, on embrasse les Français, mais en les méprisant à titre personnel et en les faisant cogner par cette alliance des 9. Et je pense que l'alliance des 9 sera extrêmement violente. L'Allemagne, à nouveau, ne dira rien, mais elle laissera les 9 chiens aboyer. Et ils aboient pour le compte du maître allemand. La désindustrialisation de la France a conduit à un appauvrissement relatif de notre pays. Le niveau de vie français par rapport au niveau de vie allemand et l'Europe du Nord a baissé de plus de 10% dans les 12 dernières années. Donc une partie tu mets quel écart, quoi, 20% Non, on est tombé à 12% en 12%. On était au-dessus de l'Allemagne, on est tombé significativement en dessous, donc depuis 2008. Cet appauvrissement qui se ressent particulièrement dans une moitié de la population française, les gilets jaunes, c'est en partie les enfants de la désindustrialisation, la fermeture des usines sur les territoires où il n'y avait pas d'alternative aux usines. C'est pour ça que la réindustrialisation, pour moi, c'est aussi un réenrichissement des classes populaires, mais non pas... Oui, et puis d'aménagement du territoire, on parlait de commissariat au plan et de la loi des 80%. On peut aussi dire que 80% des citoyens vivent sur 20% du territoire. Oui. Et ça, depuis 40 ans. Oui. Ça n'a pas changé. Et au contraire, mais l'industrie était beaucoup dans les petites villes. Tout à fait. Et donc, ça a terriblement appauvri ces territoires. Donc, quand on regarde cette question, on a, sur l'agriculture, par exemple, effectivement, la PAC, c'est la seule vraie politique européenne. Mais progressivement, elle a évolué vers une agriculture de compétitivité. Qui produit des catastrophes écologiques aussi. Oui, mais qui produit des catastrophes en termes d'alimentation, de pollution. Non, enfin... les élevages intensifs, extensifs. Oui, c'est qu'on a dérégulé les marchés. Mais on a dérégulé complètement. Surtout, on a conduit à la constitution d'une agro-industrie de production aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark, un peu, fondée sur une main-d'œuvre importée et payée à bas
bas coût, puisque ça n'a pas été vu, mais quand les Allemands ont mis un salaire minimum en place, ils avaient exclu du salaire minimum les industries agroalimentaires, c'est-à-dire qu'ils continuaient de payer à 7 € les Polonais. Oui, parce que donc, là, on va, si je reprends quand même la doxa en cours, ce que dit Macron, c'est effectivement, il faut de la souplesse, mettre de l'huile dans les rouages, être compétitif. Et évidemment, on voit qu'on est de plus en plus vers cette ubérisation aussi de la société, cette importation à bas coût de main-d'œuvre qui ne produit au final que du. Je suis désolée là-dessus, mais. Alors, comment dire ? Je pense qu'il faut faire très attention avec ça parce qu'il ne faut pas non plus exonérer les patrons français. Quoi. Ça voudrait dire, bon, bah. Alors, il y a peut-être une différence. Alors, alors, je laisse finir Christian. Il y a eu également un sous-investissement dans l'agroalimentaire, mais lié à des structures qui n'ont pas évolué. Et des patrons qui disent aujourd'hui les salaires sont trop bas. On va y venir aussi. Du patronat après. Mais je voulais terminer sur l'Europe. L'Europe est aujourd'hui à direction allemande. Aujourd'hui, enfin. Non, ça fait depuis 15 ans. Oui. Il y avait un vrai partenariat franco-allemand jusqu'aux années 2000. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a une vraie direction allemande, extrêmement subtile, au sens où ils font aboyer les chiens des petits pays, mais les chiens parlent pour le compte de l'Allemagne. Et cette Europe se fait en partie par déconstruction de la France, avec des règles aussi dont il faut bien comprendre. Dans le cadre de ce principe de concurrence, qui est pour moi le principe constitutif de l'Europe, on avait créé des règles qui étaient anti-action des États. Or, la France est un État intégré. Mais l'Allemagne est un système fédéral. Avec des Länder. Et donc, c'est les Länder qui ont mené la politique industrielle. Et l'Europe fermait les yeux sur la politique industrielle des Länder et concentrait ses feux sur les actions de l'État français intégrées. Là aussi, on n'a pas été capable de réagir intelligemment. On aurait dû faire une sorte de système de réflexion et de politique stratégique collective au niveau de la nation française, et ensuite laisser les régions mettre en œuvre, ce qui aurait évité que l'Europe cogne sur nos politiques. Alors justement, c'est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas une question institutionnelle qui bloque la machine européenne et où les plus malins, finalement, par exemple l'Allemagne, qui peut s'abriter derrière ses Länder, avec un État fédéral, finalement, qui est un peu là pour distribuer les bons et les mauvais points, mais qui n'est pas forcément efficient d'un point de vue économique. Est-ce que ce n'est pas un problème institutionnel ? Non, mais j'ai envie de dire, tant mieux si les Länder peuvent financer une politique industrielle. Le problème, c'est que nous, on ne puisse pas le faire au niveau de l'État français, en fait. Justement, c'est pour ça qu'on aurait dû laisser les régions. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers une régionalisation en France ? Alors, c'est encore un autre... Mais d'abord, si c'est possible, je réponds d'abord sur une autre question à laquelle on n'a pas répondu, qui est l'agriculture. Bon, simplement pour revenir là-dessus, et pour illustrer la désobéissance ciblée, parce qu'effectivement, ça va être un énorme rapport de force. Donc, il faut bien cibler la désobéissance. Il faut la cibler en fonction vraiment de besoins. Je vais prendre un exemple très concret, effectivement, c'est la transformation écologique et sociale d'une agriculture qui aujourd'hui détruit de plus en plus la nature, et qui, en plus, détruit 10 à 20 000 emplois par an. Donc on a quand même un énorme problème. Et en plus, en France, effectivement, on est toujours un tout petit peu exportateur net, mais de moins en moins, donc on a une balance commerciale qui ne va pas. Bref, désobéissance ciblée, il y a 3 choses à faire. Et tout n'est pas de la désobéissance. Les aides, on a tellement renationalisé la PAC, on a tellement filé de marge de manœuvre à chaque État qu'aujourd'hui, on peut faire quasiment ce qu'on veut avec les aides de la PAC. Donc on n'a pas besoin de désobéir. Là, c'est la responsabilité de l'État français. Ça ne sert à rien de dire c'est la faute de l'Europe. C'est le gouvernement Macron qui a décidé pour les 7 ans à venir de faire une PAC absolument destructrice de la nature et des emplois. Il n'a rien changé. Il a tout écouté. Il a écouté toutes les revendications de la FNSEA et du syndicalisme agricole majoritaire. Et il va continuer c'est le statu quo pour les 7 ans à venir. Alors c'est la responsabilité de l'État. Qu'il avait parlé des différents produits qu'il allait interdire, etc. Et ça a toujours été repoussé. Voilà. Et surtout les aides. C'est un énorme pactole, les aides. C'est 10 milliards d'euros par an. C'est 2/3, quand on regarde les comptes de la nation, c'est 2/3 du revenu agricole français. Ces aides qui pourraient être un énorme levier de transformation écologique et sociale, eh bien, on a décidé du statu quo.
Voilà. Après avoir fait un diagnostic catastrophique de l'état de l'agriculture en France, on décide le statu quo. Ça, c'est la France, c'est pas l'Europe. Alors ensuite, en ce qui concerne l'Europe, effectivement, il y a deux problèmes. La régulation des prix. Parce que c'est vrai que pour assurer Parce que pour faire de la transition écologique et sociale, il faut contrôler, il faut réguler les prix. Aujourd'hui, les prix font ça. Et donc les revenus font ça, des agriculteurs, parce qu'on laisse faire les marchés, parce qu'on a dérégulé les marchés au niveau européen. Donc là, on va être bien obligé de désobéir à l'Europe, aux règles européennes, pour re-réguler les prix. Et puis il y a un troisième sujet qui serait d'utiliser la restauration collective pour avoir des approvisionnements locaux qui viennent. En fait, on jouerait sur la demande en produits locaux dans toute la restauration collective pour rebooster, pour relocaliser, si vous voulez, l'agriculture et rebooster la demande et donc l'offre agricole sur le sol français, notamment bio, si on faisait des cantines 100% bio. On reboosterait le bio en France. Et pour ça, là, on est à la limite, je dirais, on est à la limite des règles européennes. Il faut jouer sur le code des marchés publics et puis contourner un peu pour réussir à dire on veut des produits locaux. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas de la désobéissance aux règles européennes. Il y a beaucoup aussi de responsabilités de l'État français qui peut faire beaucoup aussi à l'intérieur des règles européennes. Comme dans les années 60, on a eu un énorme tournant des politiques, de l'encadrement de l'État, etc., pour avoir une politique de productiviste, quelque part. Aujourd'hui, il faut le même tournant agroécologique. C'est ce que dit Edgar Pisani, qui a fait les lois productivistes des années 60. Il a écrit un bouquin dans les années 2000, Le vieil homme et la terre, pour dire qu'il faut faire la même chose que dans les années 60, mais cette fois-ci vers l'agroécologie. Sauf qu'on a un État qui est complètement impuissant par rapport à ça, qui ne le fait pas. Et aujourd'hui, on a quand même une partie de l'agriculture, fort heureusement, qui est dans ce tournant agroécologique. Oui, il y a beaucoup d'agriculture raisonnée. Mais trop peu. Il ne faut pas non plus peindre... Noircir le tableau. Noircir le tableau et effrayer les gens. On a plutôt des productions de qualité en France. La question, c'est souvent la transformation. C'est-à-dire qu'on paye aux paysans des prix trop faibles, notamment dans la viande bovine, qui est le secteur le plus sinistré, tout ce qui est élevage. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Je pense que, indépendamment de l'Europe, on n'a pas suffisamment développé effectivement les circuits courts, les circuits régionaux, notamment sur le plan agroalimentaire. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, une inconséquence des consommateurs, puisque on a très très fortement développé en France la volaille de plein air, sauf qu'elle coûte beaucoup plus cher que la volaille en batterie, et de fait, elle se vend mal, parce qu'elle coûte plus cher, et la France, une partie de l'affaiblissement de la balance commerciale agroalimentaire vient de ce qu'on a une explosion des importations de poulets fabriqués en Allemagne, en Turquie, ailleurs. Fabriqués, pour le coup, c'est le mot. Oui. Voilà, avec des batteries absolument monstrueuses. Et donc, il faut qu'il y ait effectivement une régulation de la distribution aussi, de telle sorte que on s'organise pour, si on fait de l'agroalimentaire de qualité, il faut qu'il ait des débouchés. Et il sera plus cher que l'agroalimentaire de batterie industrielle. Donc, sachant que toutes les aides aussi... Il faut qu'on s'organise pour que, effectivement, là, on parlait de restauration collective, mais au-delà, il y a des questions d'éducation aussi, et puis il y a une question de circuit court, ou en tout cas une meilleure organisation de la distribution. Donc, oui, puis ça peut passer par des obligations assez simples en matière de cantine scolaire, de restauration collective, d'obliger finalement à ces circuits courts. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, j'ai entendu un agriculteur, c'était assez intéressant, au Salon de l'agriculture justement, ils se sont organisés pour avoir du lait un peu plus cher, mais sans produits... sans mauvais produits, dans une agriculture raisonnée, etc. Donc ils ont fait une petite enquête, ils sont allés voir les grands distributeurs, Lactalis, enfin les 2-3, ils ont dit bah non, pas question, etc. Et puis ils se sont groupés, ils sont allés voir un petit producteur de lait. Ils ont dit bon, 1 centime pour avoir des briques comme ça, 1 centime de plus. Et bon, finalement, ils arrivent, c'est ça. Un carton phénoménal. Ils ont créé je ne sais pas combien d'emplois au sein d'une coopérative. Ils font du profit qu'ils réinvestissent dans la société. Et les gens, les citoyens ont fait le pas pour avoir un lait de qualité, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, les esprits sont mûrs pour... alors bien sûr, s'il y a un écart de prix trop important pour la volaille, quand tu vois le poulet pack A, tu peux avoir 3 kilos de poulet pour 5 euros, et que tu achètes un bon poulet fermier, c'est pas tout à fait le même prix. Oui, mais là, je vais dérouler sur le reste du programme de l'avenir en commun, parce que
Je fais un peu mon Roussel, parler un peu de viande. Non, mais justement, je vais arriver sur la question sociale, parce que si on veut des produits, enfin, je ne sais pas si vous allez en Biocoop ou ce que vous voulez, ou même magasin de producteurs, c'est bio, c'est pas le même prix. Donc, pour que tout le monde puisse manger sain et avec des produits de très bonne qualité, il va falloir restaurer le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire que le premier problème aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat des Français pour pouvoir se nourrir correctement. La malnutrition, d'abord, est très marquée socialement. C'est-à-dire que ce sont quand même les plus pauvres qui se nourrissent mal en produits ultra transformés, très peu de fruits et légumes qui coûtent en fait plus cher que les féculents. Voilà, donc déjà, combattre la malnutrition et combattre la difficulté de se nourrir. Il y a quand même 8 millions de personnes qui font appel à l'aide alimentaire. Donc tout ça demande, pour se nourrir correctement et de façon saine, ça demande de restaurer le pouvoir d'achat. Donc nous, ce qu'on dit, c'est garantie d'autonomie. Garantie d'autonomie, toute personne a le droit de toucher 1 063 €, y compris les jeunes, au moins. Voilà, c'est le seuil de pauvreté. Deuxièmement, le SMIC à 1 400 € net. Il est aujourd'hui à 1 260. Ce qui permet, et avec des conférences, des négociations obligatoires sur les salaires, qui permettent de rehausser l'ensemble des salaires. Il faut donner la possibilité à chaque personne de pas choisir forcément entre se chauffer et se nourrir correctement. Il faut que tout le monde puisse se chauffer et se nourrir correctement. Et donc, pour que tout le monde mange bio, pour que tout le monde mange des produits de bonne qualité, il faut ça. Et il faut autre chose, je continue. J'allais j'allais te lancer sur ta conclusion, mais tu l'as fait parfaitement. Je fais la conclusion, c'est qu'en fait, ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que la part, même depuis les années 60, c'est que la part dans le revenu des ménages qui va à l'alimentation est de plus en plus restreinte. Ce qui augmente, on dit c'est les portables, les machins, en fait, ce qui augmente surtout, c'est les dépenses pour le logement. Donc il faut... Qui représente dans le panier. En moyenne, c'est pas loin de 30%. Voilà, 30%. Voilà. En moyenne, ce qui n'est qu'une moyenne. Voilà. Ça peut être 60%. Exactement. Donc, ce que l'on dit aussi, c'est encadrement des loyers, plafonnement des loyers et une grosse régulation des prix du foncier de manière générale pour pouvoir dégager aussi du pouvoir d'achat pour l'alimentation. Donc, vous voyez qu'à partir de cette question-là, se nourrir correctement, en fait, vous pouvez dérouler tout un programme économique. C'est pour ça qu'il faut partir des besoins. Merci Aurélie. Alors, merci pour cette conclusion brillante et synthétique. Christian, je vais te demander la même chose. Est-ce qu'il faut partir... la question centrale, finalement, qui vous rassemble, j'ai envie de dire, c'est partir des besoins et non plus être dans une politique de l'offre, comme ça a été le cas. Si, il faut une politique de l'offre. Ça te heurte un peu, ça, ce que je dis, je le fais volontairement. Les besoins, c'est pas contradictoire avec la politique de l'offre, puisque l'offre vise à répondre à des besoins. Donc la politique de l'offre, elle n'est pas, dans le vide. Ceux qui offrent sur les marchés essayent de deviner les besoins et de les développer ou de les créer d'ailleurs. Mais le point central, c'est que je ne crois pas à l'argent magique. Donc, c'est pour ça que je prône la réindustrialisation. C'est le seul moyen de développer le pouvoir d'achat réel, parce que les salaires dans l'industrie robotisée et numérisée sont très nettement supérieurs à ce qu'on a dans les services. Alors, je voudrais quand même aussi dire que dans la vision que je développe sur la révolution de l'économie, c'est-à-dire dans le cadre de la révolution numérique, il y a 40% de l'économie qui relève de l'industrie au sens d'activités robotisées, numérisées, et les services directs à cette économie robotisée, numérisée. Et c'est cette économie qui peut tirer la nation et payer le contrat social et surtout l'investissement majeur qu'il faut faire, c'est un investissement éducatif parce qu'on a encore aujourd'hui 15 à 16% des jeunes qui sortent du système éducatif à 18 ans sans formation et sans diplôme et qui ensuite pédalent toute leur vie avec des faibles pouvoirs d'achat. Donc la réindustrialisation, pour moi, c'est un programme à 10-12 ans avec une vision de politique de filière conduite par un État stratège qui fait travailler l'ensemble des forces productives, mais qui organise les circuits de financement aussi. On a 450 milliards d'euros actuellement en livret A et en LDD. On peut parfaitement utiliser 100 à 150 milliards de cet argent pour financer une politique de réindustrialisation sur l'agroalimentaire. C'est une filière absolument majeure dans laquelle il faut réinvestir. On a sous-investi depuis 15 ans.
Et pour montrer aussi que si on veut aller vers l'environnement, avec une amélioration du niveau de vie en même temps, ça fait aussi au moins 15 ans que je prône la création d'une filière d'isolation des logements qui permettrait d'isoler les passoires 400 à 500 000 logements par an. C'est considérable. C'est un programme à 20 ans qui permettrait de créer une filière de 350 000 au minimum emplois pérennes. Il faut avoir une politique complète de formation professionnelle parce qu'il faut former ces professionnels. C'est là où on voit qu'il faut un État stratège en lien avec les collectivités locales parce que ça n'a pas de sens d'isoler un appartement dans un immeuble ou une maison dans une rue. Il faut isoler des quartiers complets dans le cadre de politiques publiques. Dans une cohérence complète. totale. Il faut coordonner, c'est bien ça. sûr. Et donc, c'est pour ça que l'État stratège, c'est l'intelligence au pouvoir. Et de mon point de vue, la désindustrialisation, c'est le symptôme de l'absence d'intelligence au pouvoir. Comme pour reboucler avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une administration qui gouverne par la règle, qui ne gouverne plus par la stratégie, la vision et le développement productif. Et donc, c'est ça aussi la vraie révolution à faire. Eh bien, merci. L'intelligence n'est peut-être pas encore au pouvoir, mais en tout cas, elle a présidé, il me semble, ce débat riche. Et j'espère que ça donnera à tout le monde l'envie de s'investir en politique. Ce n'est pas que de la foire d'Empagne, ce n'est pas que du débat scatologique, ce n'est pas que des cris d'oiseaux. On peut aussi réfléchir, on peut aussi inclure tout le monde dans cette réflexion avec des points de vue un peu différents, mais pas tant que ça, comme quoi, voilà, quand on réfléchit, on trouve toujours des points d'accord. Merci madame, merci monsieur. Je vous donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine, puisque cette émission a vocation à être récurrente. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-le savoir, partagez-la sur vos réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt. Salut, salut, ciao. Merci à tous. Merci. Merci Olivier.